TD numéro 8, exercice 1. Il s'agit d'un exercice sur un équilibre général. Donc ici, on a simplifié, on est sur une situation où il n'y a pas de production. On a uniquement deux consommateurs qui vont être ici, Monsieur A et Madame B, qui sont chacun représentés par une fonction d'utilité. Pour simplifier les calculs, on prend la même fonction d'utilité pour Monsieur A et Madame B. On va avoir la possibilité dans cette économie de consommer deux biens, l'un le raisin et l'autre les pommes. Donc dans nos calculs, l'indice P désignera les pommes et l'indice R désignera le raisin. X désignera à chaque fois les quantités consommées et l'exposant A ou B désignera l'individu A ou l'individu B. Par conséquent, ici dans la lecture, XPA signifie la consommation de pommes par Monsieur A. XPB signifie la consommation de pommes par Madame B. On a une information sur les quantités disponibles. On rappelle que dans cet exercice, pour le moment, il n'y a pas de production, donc il y a forcément des dotations initiales. Et donc on sait qu'il y a 100 kg de pommes de terre et 100 kg de raisins qui sont disponibles dans cette économie. Les dotations initiales sont désignées par le symbole W, WP désignant donc la quantité de pommes disponibles initialement dans l'économie, et WR désignant par conséquent la quantité de raisins disponible dans l'économie. Trois questions. Première question, déterminer l'ensemble des optimates Pareto. On se rappelle que la situation des optimates Pareto est caractérisée par le fait qu'on ne peut pas augmenter l'utilité d'un des deux agents sans dégrader l'utilité de l'autre. Donc c'est cette condition qu'on va essayer de vérifier. Et on se rappelle également que pour l'ensemble des optimates Pareto dans la boîte des Jowers, eh bien, on aura une égalité des TMS des deux agents. Question numéro 2. Monsieur A possède initialement 75 kg de pommes et 25 kg de raisins. Donc on a une première répartition qui est proposée. Il y a une répartition initiale et on sait maintenant combien possède Monsieur A en pommes et en raisins. On pourra évidemment en déduire que Madame B possède le reste. Et on nous demande de déterminer l'équilibre de marché. On réutilisera donc les résultats de la question 1 et troisième et dernière question. Les dotations initiales sont-elles nécessaires pour déterminer l'équilibre du marché? On verra si on arrive à déterminer un équilibre unique ou bien si on se retrouve sur la courbe des contrats et donc on a une multiplicité de résultats. Résolution. Correction de l'exercice 1. Alors qu'est-ce qu'on sait? On nous demande de déterminer l'ensemble des optimas de Pareto. On sait que graphiquement, c'est représenté cet ensemble d'optimas de Pareto par la courbe des contrats. Et la courbe des contrats, on en a ici un schéma. Donc c'est une courbe qui a une forme quelconque ici, qui va en fait être constituée par l'ensemble des optimas de Pareto, situation dans laquelle eh bien, j'ai bien un point de tangence entre les courbes d'utilité de chacun de mes deux consommateurs, l'un étant représenté par le graphique noir, l'autre étant représenté par le graphique rouge, puisque donc dans la situation par exemple de l'équilibre F, je ne peux pas améliorer la situation de l'utilisateur représenté par les courbes en noir sans dégrader celle du consommateur représenté en rouge. On sait que ce qui est commun à l'ensemble de ces points qui appartiennent à la courbe verte, c'est l'égalité du TMS. On va donc pouvoir passer à la partie calcul. Pour résoudre cet exercice, on a besoin des TMS. On sait que les TMS sont égaux au rapport des utilités marginales et que les utilités marginales sont les dérivées premières des utilités. Dans l'énoncé, on nous a fourni l'utilité de Monsieur A, XP exposant 0,3, XR exposant 0,7. On va donc pouvoir faire la dérivée de l'utilité par rapport aux pommes. Donc ici on obtient 0,3 x moins 0,7 XR 0,7. Et on va pouvoir de la même manière faire la dérivée de l'utilité par rapport à R. On obtiendra alors 0,7 XP exposant 0,3 XR exposant moins 0,3. On fait la même chose avec l'utilité de Madame B,
Il s'agit de la même utilité. Les résultats retrouvés ici sont donc identiques à ce qu'on avait obtenu pour Monsieur A. Il nous reste maintenant à calculer le TMS. On sait que le TMS d'un agent est égal au rapport des utilités marginales de cet agent pour chacun des deux biens consommés. Et on vient de calculer chacune de ces utilités marginales. On obtient donc la fraction suivante qui, après simplification, s'écrit 3/7 de XR pour Monsieur A, XP pour Monsieur A. On fait la même chose pour Madame B, on obtiendra donc le TMS de Madame B en faisant le rapport des utilités marginales pour Madame B pour chacun des deux biens. On a calculé les utilités marginales de Madame B juste au-dessus. On obtient donc la fraction suivante qui, après simplification, donne 3/7 XR sur XP, à chaque fois, bien évidemment, consommation de Madame B. On sait que les optimates Pareto sont tels que, pour chacun des deux agents, il y a égalité des TMS. Donc le TMS de A doit être égal au TMS de B. On vient d'établir le TMS de Monsieur A, le TMS de Madame B, on va donc les égaliser ici. Ici, on observe que de part et d'autre du signe égal, il y a le ratio 3/7 qu'on peut donc supprimer et on obtient l'égalité suivante. Cette écriture est intéressante, mais elle intègre à la fois des références à l'agent A et à l'agent B. Or, nous, ce que nous sommes en train de chercher, c'est la courbe des contrats. La courbe des contrats, on veut la tracer dans notre boîte d'Edgeworth. Et donc, on veut pouvoir la tracer par rapport à soit l'axe rouge, soit l'axe noir. En clair, soit l'axe XR, XP correspondant à l'agent A, soit l'axe XR, XP correspondant à l'agent B. On a donc besoin d'une équation dans laquelle on a une référence qu'à un seul des deux agents. Dans l'égalité telle qu'elle est écrite ici, on a donc besoin de supprimer la référence à un des deux agents. Pour faire cela, on va utiliser les dotations initiales qui ont été fournies en énoncé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 100 kg de pommes de terre et 100 kg de raisins. Autrement dit, on sait que la consommation en pommes de Monsieur A plus la consommation en pommes de Madame B, ça fera forcément 100 unités, nos 100 kg. Et puis la consommation en raisin de Monsieur A plus la consommation en raisin de Madame B, ça fera forcément 100, le total des 100 kg de raisin disponibles dans l'économie. Quel est l'intérêt d'aller chercher cette écriture-là? Ça va nous permettre en fait d'écrire la référence à une des deux consommations et ensuite de le réinjecter à l'intérieur de ça. Ici, en partant de cette égalité-là, on peut isoler XPB, donc la quantité de pommes consommées par Madame B, qui sera alors égale à 100 moins XPA. Et l'intérêt, c'est qu'ici, on va pouvoir remplacer XPB par cette écriture-là, qui, comme on le voit, est exprimée par rapport au consommateur A. Ici, on a XRB, et donc on va essayer là aussi de supprimer la référence à Madame B. Donc ici, on sait que la consommation de raisin de A plus la consommation de raisin de B fait bien 100. Du coup, on isole XRB qui est égal à 100 moins XRA. Et on va du coup pouvoir réinjecter cette écriture ici à l'intérieur de cette égalité. C'est ce qui est fait ici. XRA sur XPA, autrement dit, cette partie de l'égalité ne change pas. Par contre ici, on va remplacer par ce qu'on vient d'établir. Vous faites une petite résolution mathématique et vous obtenez que XRA est égal à XPB. On a réussi à exprimer la consommation d'un des biens XR par rapport à la consommation de l'autre bien XP en ne faisant référence qu'à un seul des deux consommateurs. Ceci est l'équation de la courbe des contrats formulée en fonction des consommations de Monsieur A. Alors ici on observe qu'on a une écriture un peu particulière de notre courbe des contrats puisque on a égalité entre XPA et XRA. Donc en fait on a un diagramme à 45 degrés si jamais on est dans un repère orthonormé. Je fais l'hypothèse ici, vous voyez que j'ai fait une boîte d'Edgeworth qui n'est plus rectangulaire mais qui est carrée. J'ai fait l'hypothèse que j'avais donc un repère orthonormé ici. Et donc graphiquement, je me retrouve avec la diagonale à 45 degrés. On n'est plus sur une courbe, on est sur une droite. Mais voilà, c'est tout à fait une forme possible de notre courbe des contrats. Graphiquement, il n'était pas du tout obligatoire
de changer le format. Vous pouviez garder une boîte d'Edgeworth rectangulaire, comme on a l'habitude de la présenter en économie. À ce moment-là, eh bien, vous n'auriez pas forcément un diagramme à 45 degrés, puisque vous auriez une écriture des axes qui ne serait pas forcément orthonormée, enfin qui ne serait pas orthonormée dans le cas où on aurait un rectangle. Deuxième question, on nous donne une information supplémentaire, c'est la répartition initiale des dotations initiales. Donc on sait non seulement qu'il y a 100 unités de 100 kg de pommes et 100 kg de raisins dans cette économie, mais on nous donne une information supplémentaire dans la question numéro 2. On nous dit que monsieur A possède 75 kg de pommes et qu'il possède également 25 kg de raisins. Madame B possédera donc le reste, puisqu'on fait l'hypothèse dans ces calculs d'équilibre généraux qu'il n'y a pas de perte, et donc ce qui n'est pas possédé par l'un est forcément possédé par l'autre. À partir de ça, on va pouvoir essayer d'écrire un petit peu plus, de se rapprocher un petit peu plus de l'équilibre général. Alors pour faire cela, on va partir d'une situation où on va procéder en étapes. Dans un premier temps, on va étudier chacun des consommateurs individuellement. On sait qu'ils vont chacun maximiser leur utilité. C'est donc ce qu'on va commencer de faire. Dans un deuxième temps, on sait qu'ils vont exprimer des demandes sur un marché. Ils n'auront pas forcément, dès la dotation initiale, la quantité de pommes et de raisins qu'ils veulent chacun respectivement consommer. Donc il va y avoir peut-être besoin d'un échange. Il va donc falloir qu'on établisse les volumes qui souhaiteront être échangés par chacun des agents. Troisième et dernière partie, on va écrire un équilibre général et on sait qu'à l'équilibre général, chacun des marchés est à l'équilibre. Autrement dit, la somme des demandes nettes sur chacun des marchés est nulle. Et donc, c'est la condition qu'on va utiliser pour chercher à écrire un peu plus avant encore notre équilibre général. Première étape, chacun des consommateurs, dans son coin, va maximiser sa propre utilité. Alors, écrire un programme de maximisation d'utilité, vous savez faire ça depuis longtemps. Ici, pour monsieur A, il va maximiser son utilité qui était fournie par l'énoncé sous contrainte de revenu. Alors, la contrainte de revenu, on sait l'écrire. Je rappelle quand même la partie gauche de cette équation. Ici, on a l'ensemble des dépenses en pommes et l'ensemble des dépenses en raisins, donc ça vous connaissez. Par contre ici, eh bien, la lettre R qui désigne le revenu qu'on utilise habituellement est remplacée par la valeur potentielle des dotations initiales. Ici, il n'y a pas de facteur travail, il n'y a pas de production. Donc monsieur A ne travaille pas, monsieur A est un rentier en quelque sorte. Et donc il a une dotation initiale et c'est la vente de cette dotation initiale qui lui permettra de récolter les sommes nécessaires pour faire les dépenses qu'il aura éventuellement effectuées sur les marchés pour consommer de la manière dont il souhaite consommer. Donc ici, on sait que ce monsieur possède 75 kg de pommes, donc ça correspond à une valeur de 75 fois le prix d'un kilo de pommes, et il a 25 kg de raisins, donc ça correspond à 25 fois le prix d'un kilo de raisin. Du coup, on obtient ici cette écriture de la contrainte budgétaire de notre agent. On sait qu'à l'équilibre, le TMS est égal au rapport des prix, donc je remplace cette condition-là par celle-ci dans mon système. Le TMS, on me l'a fait calculer dans les questions précédentes, je remplace donc le TMS par la valeur que j'ai obtenue dans les questions précédentes, le reste de l'écriture du système ne changeant pas à ce stade. Il me reste à faire une résolution mathématique et j'obtiens XPA qui est égal à ce résultat, XRA qui est égal à ce résultat. Pour Madame B, on fait strictement la même chose, on va donc réécrire le programme correspondant à Madame B, on va maximiser l'utilité de B qui est fournie par l'énoncé, sous contrainte de sa propre contrainte budgétaire. Cette fois-ci, elle a le reste des pommes, soit 100 moins 75 possédées par monsieur A donne 25 kg de pommes, et puis elle a 100 moins 25 kg de pommes possédées par monsieur A égale 75 kg de raisins. On sait qu'à l'équilibre, le TMS de Madame B est égal au rapport des prix sous sa contrainte budgétaire. Le TMS de Madame B, nous l'avons calculé dans une question précédente. On peut donc l'écrire ici. Après une résolution mathématique, on obtient ces deux résultats ici. Une fois qu'on a obtenu les maximisations d'utilité de chacun de nos deux consommateurs, il faut maintenant envisager la possibilité qu'ils aillent échanger sur les marchés. Et donc, on va se demander quelles sont les demandes nettes en biens pommes et en biens raisins
que chacun de ces deux consommateurs vont exprimer sur le marché. Pour cela, nous connaissons deux choses. La première chose, c'est la quantité qu'ils souhaitent consommer. On vient de les établir à l'instant. Il s'agit des demandes brutes que nous venons de calculer. Et on connaît également ce qu'ils possèdent déjà. Ici, je m'interroge sur la demande de pommes par Monsieur A. Voici la quantité de pommes que Monsieur A veut consommer, qui est exprimée en fonction du prix des pommes et du raisin. Et on sait qu'il a déjà 75 kg de pommes. Donc, imaginons que par exemple, il veuille consommer pile 75 kg de pommes, eh bien il exercerait une demande sur le marché de 0, puisqu'il a déjà tout ce qu'il lui faut. La demande en pommes de Madame B est égale à la demande brute de pommes que nous avons établie dans la question précédente, moins les 25 kg qu'elle possède déjà. À quel moment est-ce que le marché des pommes est en équilibre? Parce que la somme des demandes nettes est nulle. Donc ici, on va prendre la somme des demandes nettes. Sur le marché du raisin, c'est strictement la même chose. On a donc la demande de raisin de Monsieur A qui va être égale à sa demande brute moins ce qu'il possède déjà en raisin, et la demande de raisin de Madame B qui va être égale à la demande brute de Madame B en raisin moins les 75 kg qu'elle possède déjà. Le marché du raisin est équilibré lorsque la somme des demandes nettes est nulle. Troisième étape, il nous reste à formuler l'équilibre général. Alors, on va partir de la définition de l'équilibre général qui suppose un équilibre simultané sur l'ensemble des marchés. Ici, il n'y a que deux marchés, donc on aura un système à deux équations. La première équation que vous reconnaissez ici, c'est celle qui désigne l'ensemble des demandes nettes, la somme des demandes nettes sur le marché des pommes. Et ici, vous reconnaissez l'équation qu'on a écrite en égalisant les demandes nettes sur le marché du raisin. On a donc bien nos deux marchés. Il nous faut résoudre ces systèmes. Alors, d'après la loi de Walras, on sait que si un des marchés est en équilibre, alors les autres vont l'être aussi. Autrement dit, on n'a pas d'indépendance entre la totalité de nos marchés. Économiquement, c'est intéressant. Par contre, mathématiquement, ça nous pose un problème puisque cela signifie que une des deux équations au moins, quand on prend un nombre n d'équations dans notre système, est une combinaison linéaire d'au moins une autre. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'indépendance, et le fait qu'il n'y ait pas d'indépendance va nous interdire de trouver un résultat, va nous empêcher mathématiquement de trouver un résultat. Donc on va chercher un équilibre sur un des marchés, et puis ensuite on verra comment on peut aller plus loin. Ici, je retiens la première équation, et après une courte résolution, on obtient le fait que le rapport des prix est égal à 3/7. Nous reconnaissons donc ici notre système, qui a été écrit à partir des demandes nettes. Alors nous savons qu'avec la loi de Walras, dans ce système, les deux équations sont forcément liées, et donc il suffit d'en résoudre une. On ne pourra jamais obtenir le prix des pommes ou le prix du raisin. La seule chose qu'on pourra obtenir, c'est donc le ratio du prix des pommes et des raisins. Donc on obtiendra à la fin de notre système quelque chose de la forme P sur R égale à un résultat. Alors pour la résolution mathématique, ici on a le système, je ne garde que la première de ces deux équations, j'aurais pu garder la seconde, on doit obtenir les mêmes résultats. Je garde donc la première ici équation. Première chose que je vais faire, c'est me débarrasser des constantes. Donc ici on obtient moins 100. Et je vais passer cette valeur ici à droite de mon égalité. Donc évidemment en changeant le signe. Sur les fractions, j'observe qu'on a le même dénominateur, donc je les écris dans une seule fraction. Puis je vais développer chacun des deux membres ici, ce qui va me permettre d'obtenir ce numérateur. Une fois que j'ai ce numérateur, je le réduis. Donc ici, j'obtiens 300p et avec ces deux données-là, j'obtiens 300pr. J'obtiens donc une fraction dans laquelle j'observe que je vais pouvoir simplifier cette partie-là de l'écriture. Donc pour que ce soit bien clair, je passe par le fait de scinder
cette fraction en deux fractions différentes, ce qui va me permettre ici de simplifier, et il nous restera donc 310e, c'est-à-dire 30. Ici, on ne peut pas faire grand-chose, on peut simplifier cette partie-là de l'écriture, mais on garde PR sur PB. Or, ce qu'on cherche, c'est bien le rapport des prix, donc ça, on va l'isoler. Donc ici, le 30, je le supprime à gauche, donc je le supprime à droite, il me reste 100 moins 30, 70. Et ici, je vais diviser par 70 par 30 pour isoler PR sur PB. J'obtiens donc 70 trentièmes, c'est-à-dire 7 tiers. Pour aller plus loin, maintenant qu'on connaît le rapport des prix, il va falloir qu'on se dise, très bien, mais quelles sont les quantités qui vont être consommées par chacun de mes agents? Alors pour aller plus loin, on va faire une hypothèse, c'est qu'on va supposer que 1 des prix est égal à 1, donc qu'un des prix est égal au numéraire. Donc ici, je pose que le prix des pommes est égal à 1. Si le prix des pommes est égal à 1, alors ici mon ratio s'écrit PR est égal à 7 tiers, donc le prix du raisin devient bien 7 tiers. Je connais donc le prix des pommes, 1, et je connais le prix du raisin, 7 tiers. Je vais maintenant réinjecter le vecteur prix dans les demandes de chacun de mes consommateurs. Donc ces demandes-là ont été calculées plus haut dans l'exercice. Elles étaient formulées en fonction des prix des pommes et des raisins. Or, je connais le prix des pommes et des raisins. Je vais donc réinjecter ce vecteur prix ici, dans ces écritures. Et j'obtiens les quantités consommées de pommes et de raisins pour Monsieur A et les quantités consommées de pommes et de raisins pour Madame B. Deux constats. Premier constat, on avait établi la courbe des contrats et dans cette courbe des contrats, on avait indiqué que la quantité consommée de raisins devait être égale à la quantité consommée de pommes et ce pour chacun de nos deux consommateurs. C'est ce que j'observe ici. La quantité consommée de pommes par Monsieur A et la quantité consommée de raisins par Monsieur A, ces deux quantités sont bien égales et la quantité de pommes et de raisins consommées par Madame B, toutes deux sont bien égales. Donc on est bien sur notre courbe des contrats. Deuxième chose, je vérifie qu'il n'y a pas de perte, que l'ensemble des biens disponibles sont consommés. On se rappelle qu'il y avait 100 unités de pommes disponibles dans l'économie. Ici, on a 40 kg de pommes et 60 kg de pommes. Et puis, on avait 100 kg de raisins. Ici, on a 40 kg de raisins et 60 kg de raisins. L'ensemble des biens disponibles ont bien été consommés. Donc, on est vraiment sur un résultat qui est juste, on n'a pas fait d'erreur de calcul, et cela vérifie bien les conditions de l'équilibre général, à savoir l'utilisation de la totalité des biens disponibles, et puis le fait que notre équilibre est bien sur la courbe des contrats. Troisième et dernière question de cet exercice, a-t-on besoin des dotations initiales pour déterminer notre équilibre général? La réponse est oui. On en a besoin puisque ces dotations initiales vont déterminer le revenu disponible des agents. Or, sans revenu, il n'y a pas d'échange possible. Donc, si on ne dispose pas de cette information-là, on n'est pas capable d'écrire la contrainte de budget, on n'est donc pas capable d'écrire la maximisation des utilités, donc on n'est pas capable d'établir l'équilibre général. Est-ce que pour autant, on a besoin de ces dotations initiales pour établir la courbe des contrats? La réponse est non. Là, cette fois-ci, pour la courbe des contrats, l'ensemble des optimates Pareto, le fait de disposer des préférences des agents suffit. En fait, on n'a pas besoin de savoir la répartition de la consommation, autrement dit les dotations initiales respectives de chacun des agents. On a juste besoin de connaître la taille du marché, c'est-à-dire la quantité disponible sur chacun des marchés, et les préférences, autrement dit les utilités de nos agents. Donc, pour déterminer l'ensemble des optimates Pareto, on a besoin des quantités disponibles. Pour déterminer l'équilibre précis qui va être présent dans ce marché-là, on a besoin de connaître les répartitions initiales, les dotations initiales pour chacun de nos agents.